Bonjour à tous. Si vous deviez déployer aujourd'hui une application web, mais avec les technologies d'il y a 25 ans, comment est-ce que vous feriez? Si vous deviez déployer un système de communication en temps réel il y a 25 ans, comment est-ce que vous feriez et comment vous feriez pour avoir un système qui marche à 99,99999% de uptime? Je m'appelle Maxime Janvier, je suis full stack développeur dans le sens où je fais un peu n'importe quoi du moment qu'on me laisse les accès SSH. Je suis assez fan d'Elixir, de functional programming et je travaille à Hewlett Packard Enterprise à Grenoble sur un produit de dashboard Elixir. Et avant, je travaillais aussi en start-up sur l'IoT, sur la même stack techno. Il y a 25 ans, il y a des gens, ils ont inventé Erlang. On est à la version 27 aujourd'hui. Pourquoi ils ont fait ça? Je peux leur en laisser parler en fait. Declarative programming languages have several advantages over traditional languages. For example, programs in such languages are considerably shorter than the equivalent programs in imperative languages. Here, for example, is a program in C. And here is the equivalent program in Erlang. They also encourage clear programming styles. For example, an object-oriented programming style or the implementation of an abstract data type is simple in Erlang. Up to now, declarative programming languages, such as Prolog or ML, have not been used for real-time applications, so we've had to add a notion of concurrency and real-time to our language. We have also added a sophisticated error detection mechanism. This allows us to program robust real-time systems. En 1980, Ericsson monte le CS Lab. Le but du jeu, c'est à partir de 1986 de créer des nouveaux langages. Comme l'a dit Joe Armstrong, Prolog et Plex, c'était les langages qui étaient utilisés pour gérer de la concurrence dans les systèmes. Et ils avaient besoin de construire des produits qui s'appellent des commutateurs téléphoniques. C'est des choses que vous ne voyez jamais, mais c'est ce qui vous permet de router vos appels téléphoniques sur le système. Et ça, c'est des systèmes qui doivent être extrêmement résilients, extrêmement tolérants à la faute, avec des uptimes qui sont extrêmement forts. En 1995, il y a le Ericsson AXEN Project qui collapse, donc c'était pour introduire un nouveau commutateur téléphonique. Et le reboot de ce projet, pour lancer le projet AXD, a permis d'avoir un tout premier produit qui intégrait Erlang et ses librairies qui sont devenues l'Open Telecom Platform. En 1998, on a le premier AXD 301 qui sort et qui est le premier produit physique qui embarque du Erlang. Et c'est la même année que Erlang, sa virtual machine et l'OTP passent open source. Et un autre moment important aussi, en 2003, la thèse de Joe Armstrong qu'on a vue dans la vidéo d'avant sort pour expliquer les mécanismes principaux de comment fonctionne l'Open Telecom Platform. Ça, c'est un AXD 301, c'est pas très joli. On peut lire dans les rapports qu'il semblerait, même si la documentation autour de ça n'est pas très claire, qu'au moins un client aurait réussi à avoir un uptime avec 9 après la virgule, ce qui correspond à un downtime de 3-7 secondes sur l'année. Plutôt impressionnant. Le but du jeu de ce langage, c'était d'avoir un peu trois forces à l'intérieur. C'était d'être ultra tolérant à la faute, d'avoir de la haute disponibilité et d'avoir la capacité de se distribuer. Ça, c'est des choses, aujourd'hui dans le développement web, dans le déploiement d'applications, qu'on recherche. C'est trois caractéristiques qu'on recherche. Et en fait, c'était des mécanismes qui existaient déjà à une époque où on ne déployait pas encore nos applications avec Docker. Si vous voulez avoir des garanties sur ces trois choses-là, la réponse d'Erlang, c'est de dire que ces trois choses-là sont les facettes de la concurrence, en fait. Je vous ai parlé d'Erlang, mais je vous ai aussi parlé d'Elixir. Elixir, c'est un langage qui est un peu plus neuf, mais qui vient tourner en fait sur des vieilles recettes, parce que ça a été créé en 2011 par José Valim, qui était un cœur contributeur de Ruby on Rails, et qui avait des problèmes justement sur la gestion de la concurrence, sur la gestion des threads et des OS dans Ruby on Rails, et qui commençait à toucher certaines limites. Il s'est intéressé à la BIM Virtual Machine et a créé Elixir là-dessus. Donc tout le code Elixir que vous compilez est du code qui va compiler vers la machine virtuelle Erlang.
Donc, quand vous écrivez du Elixir, vous avez à la puissance d'Erlang, parce que vous pouvez accéder à toutes les librairies de l'Open Telecom Platform et les garanties du langage. Et vous allez commencer à avoir une syntaxe qui se rapproche beaucoup de Ruby, qui se rapproche beaucoup de Clojure dans l'idée, dans les fonctionnalités, dans la syntaxe et dans la capacité à faire de la métaprogrammation. Un autre moment important, c'est le Phoenix Framework qui s'est créé il y a maintenant 10 ans, qui est le premier, donc qui est le Phoenix, qui est le framework web de référence comme les Ruby on Rails pour Ruby. Qui utilise Erlang et Elixir? En fait, vous l'utilisez au quotidien. Déjà, tous les commutateurs téléphoniques que vous utilisez, à peu près la moitié vont faire tourner du Erlang sur Terre. Mais si vous utilisez WhatsApp, vous êtes en train d'utiliser des nœuds Erlang aussi. Ils communiquent assez peu, mais ils ont très très tôt eu un système qui permettait d'avoir beaucoup de connexions sur peu de machines, et surtout avec une équipe assez réduite. Erlang, WhatsApp a longtemps eu une équipe de 50 personnes pour gérer 100 millions jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs. Si vous utilisez Discord, vous faites tourner des nœuds Elixir, et ils arrivent à monter à un nombre assez impressionnant de clients concurrents en accès. Si vous avez déjà communiqué sur Riot Games, sur Valorant, etc., vous utilisez un système de messaging qui utilise Erlang. Si vous discutez sur le Nintendo Switch sur le système de messaging, vous discutez avec des nœuds Erlang. Si vous avez commencé à produire des projets sur Supabase, le système de réplication et de real-time subscription utilise des nœuds Elixir. Si vous utilisez Electric SQL, la réplication se fait via Elixir. Si vous avez installé CouchDB, vous utilisez Erlang. Si vous installez Rayak, vous utilisez Erlang. Si vous installez RabbitMQ, vous êtes en train d'utiliser Erlang. J'ai dit que la concurrence était au cœur de ce que faisait la puissance de Erlang. Et le process est assez simple, c'est qu'on a un acteur modèle qui est à disposition et qu'il est facile de créer des process auxquels on va pouvoir envoyer des messages et faire de la communication entre process via ce système de message passing, parce que ça permet de représenter la complexité de nos systèmes. On va essayer de représenter plein d'acteurs, plein de sous-systèmes qui vont collaborer ensemble. Si vous voulez faire de la programmation orientée concurrence, ce qu'est Erlang, il vous faut quelques propriétés. La première, c'est que le langage vous donne la capacité d'avoir des process. Si vous démarrez un process, vous ne démarrez pas un process de l'OS ou un thread de l'OS. Vous créez des process directement dans votre machine virtuelle. Chaque process est isolé de manière claire. Des process peuvent avoir des identités, parce que si on a des identités, on peut appeler des process de manière transparente. Vous n'avez pas d'état partagé entre vos process, jamais. La seule manière d'interagir et d'échanger de l'information, c'est via message passing. Et surtout, pour avoir de la résilience, les process peuvent détecter les fêlures d'autres processus. Mais je vais vous faire directement une petite démo de ça, puisque, tac, si on veut démarrer un process en Elixir, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle spawn, qui est la primitive la plus simple pour démarrer un process. Et ici, on affiche à la console start one process. Est-ce que ce process est encore en vie? Non, parce qu'il a fini son exécution, il n'a plus rien à faire. Si on veut démarrer maintenant plus de process que ça, on peut essayer d'en démarrer 1 million. Et on devrait plutôt pouvoir y arriver. Ok, 1 million de process, ça, c'est possible. Mais on voudrait peut-être des process qui travaillent un peu de manière infinie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en fait en récursion. Donc l'idée, ici, c'est qu'on va lancer le process qui est dans la fonction loopEvery. Et donc on va essayer d'afficher un message toutes les 1500 millisecondes. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est que every, on va l'appeler de manière récursive en s'arrêtant avec un timer. Donc vous pouvez faire comme ça, travailler des choses de manière complètement infinie dans votre système. Et on peut le stopper assez facilement. Je vous ai dit que les process communiquaient de manière via message passing. Donc ici, on va essayer de démarrer un processus. Et en fait, on fait ça via la fonction send et la fonction receive. Donc ici, on va démarrer un processus qui va attendre 3,5 secondes, envoyer à celui qui l'a appelé un message qui, lui, peut être en attente en se bloquant et en attendant de recevoir un message.
Voilà, donc là on arrive à avoir de l'échange entre messages, entre processus. Ce genre de pattern vous permet de faire des choses assez complexes, comme faire un MapReduce où vous allez distribuer du travail à plusieurs processus pour ensuite les agréger. Donc si on veut faire par exemple un MapReduce qui fait la somme des 10 premiers éléments, des 10 premiers sum of square, donc les nombres élevés au carré de 1 à 10, on peut le faire en dispatchant 10 process qu'on va récupérer. On va récupérer une liste de 10 éléments et afficher ça. Et là-dessus, on va pouvoir builder des abstractions qui sont de plus en plus complexes. Ce qu'on avait au-dessus, dans l'Open Telecom Platform, vous pouvez récupérer les tâches qui vous permettent de récupérer le résultat rapidement d'un processus. Vous récupérez une tâche et vous avez le résultat si vous attendez cette tâche. Et du coup, le MapReduce qu'on faisait avant, il devient plus simple parce qu'on peut attendre plusieurs tâches et faire la somme de ces tâches-là. Ou vous pouvez le faire aussi sur plus de processus que ça et faire la somme de ce genre d'événements. Je vous ai aussi dit que les process, on pouvait détecter les failures d'autres process. Ce mécanisme, en fait, il se passe via ce qu'on appelle le monitor et le link. Le monitor, il vous sert à vérifier qu'un processus, il existe de manière anormale. C'est ce qui va se passer là avec ce processus. Il va exister de manière anormale parce que sa sortie d'exit n'est pas le mot normal. Si vous avez toute autre chose qui se passe, une exception ou un exit hors normal, vous allez normalement recevoir un message. Donc si vous faites ça avec un spawn classique, on n'a pas de message qui est reçu et en fait notre process a explosé, on ne le sait pas. Si vous venez monitorer votre processus et qu'il sort de manière anormale, vous pouvez vous attendre et vous avez la garantie qu'un message vous sera envoyé comme quoi votre processus est done et il a une raison d'être sorti, il a une raison d'avoir crashé. Et vous avez cette garantie-là dès que vous démarrez un processus. Et le link, ça va être la même chose, sauf que là, on est bidirectionnel, c'est-à-dire que ce soit le processus parent ou enfant qui tombe, vous allez déclencher une alerte l'un vers l'autre ou l'un ou vers l'autre processus. Donc avec ça, on a tous nos mécanismes qui nous permettent de faire de la concurrence dans notre système. Et ça nous permet de faire quelque chose qui est cool, c'est qu'ensuite là-dessus, on peut créer de la distribution assez rapidement. Parce que si aujourd'hui, deux processus qui veulent s'échanger des messages, ils sont sur deux nœuds différents, il vous faut un mécanisme clair et simple pour pouvoir communiquer ensemble. Donc ça se passe via les fonctions qui sont autour des nœuds. Donc si ici, dans notre processus, on a, je l'ouvre comme ça, donc en fait là, ce notebook et cette page-là, c'est déjà un nœud Erlang, donc qui est à cette adresse-là sur ma machine. On peut voir que si on liste les nœuds qui sont présents, le seul nœud présent, c'est notre propre machine. Mais si on démarre sur la machine un autre nœud, donc là qui va avoir le nom a@maxime-xps, et qu'on lui donne un cookie à disposition, qui sera le même cookie que celui qu'on a sur notre nœud, hop. Et ben on peut venir se connecter à ce nœud-là et lister l'ensemble des nœuds qu'on a à disposition. Tac, et on aura la même liste à disposition de ce côté-là. Et du coup, ce qui vous permet ensuite d'avoir une abstraction, parce que vous pouvez du coup entre process, entre ces nœuds, parler de manière transparente tant que vous avez accès à l'identité et au nom des processus qui sont sur ces machines. Donc ici, je vais démarrer une autre abstraction qui est comme la manière de faire des tâches, qui s'appelle un agent. Simplement, c'est un wrapper autour de l'état. Donc c'est un process qui garde son état et qui peut mettre son état à disposition des autres. Donc si je démarre ce processus-là, on a un agent qui est à disposition et on a accès à deux fonctions. Donc l'agent s'appelle agent, ça c'est via cet atome-là. Et du coup, si vous faites ça, vous pouvez mettre à jour voilà, l'état. Donc là, on est en train d'incrémenter l'état de notre système qui a commencé à 0. Et si on fait la même chose et qu'on récupère, le nom
le nom de notre agent, on peut faire la même chose et on peut venir mettre à jour notre système de ce côté-là, et ce qui fait que on peut tout à fait récupérer l'état de nos systèmes et continuer à le mettre à jour ici. Et vous avez de la communication distribuée entre plusieurs nœuds de manière transparente, directement intégrée dans votre machine virtuelle. Donc, en construisant là-dessus, on peut commencer à utiliser des systèmes de l'Open Telecom Platform qui vous permettent un peu de construire des systèmes tolérants à la faute. Dans l'Open Telecom Platform, vous allez avoir plein d'outils, le Erlang Runtime, le compiler, l'interpréteur, la machine virtuelle. Vous allez avoir des outils comme de l'analyse statique de code, Mnesia qui est une base de données, qui peut servir plutôt en time series. Vous avez plein d'outils de diagnostic, AppMon, Observer, Debugger, Smooth, plein de librairies, donc pas mal pour gérer beaucoup de manières de discuter dans des systèmes de télécom. On a récupéré JSON que à l'OTP 27 qui est en train de sortir en ce moment, même si on l'utilisait avec des libs externes. Vous avez plein de trucs comme ERL Interface qui permet de discuter avec du C, JInterface qui permet de discuter directement avec des nœuds Java. Voilà. Et donc, en fait, surtout, vous avez des comportements, GenServer, SateM, GenEvent, Supervisor qu'on va voir et qui vont permettre de créer des comportements pour composer des applications plus complexes. Parce que si on regarde un petit peu dans la doc, dans les thèses autour d'Erlang, on va nous dire pour faire un système fault-tolerant, on organise notre software comme une hiérarchie de tâches où la plus petite tâche, la plus basse, est en fait de faire tourner l'application suivant les spécifications du cahier des charges. Si ça, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez éteindre votre système. Et en fait, l'idée, c'est que dans la hiérarchie des tâches, à chaque fois qu'une tâche fail, vous essayez de faire quelque chose de plus simple. On peut le résumer à ça. Si on ne fait pas ce qu'on peut faire, alors on essaye de faire quelque chose de plus simple avant de faire cracher l'ensemble de notre système. Et du coup, l'idée, c'est de faire une hiérarchie de tâches dans l'idée qu'on fait un tree de supervision dans lequel on va composer plusieurs superviseurs. Ces superviseurs vont venir monitorer d'autres superviseurs ou des workers. Chaque worker qu'on utilise sont des instances qui correspondent à un certain comportement. Ces comportements sont définis par des fonctions simples, et c'est seulement ces fonctions-là qui vont permettre de lever des erreurs qu'on peut venir catcher. Donc si vous avez des systèmes qui sont comme ça, quand vous les tracez dans vos diagrammes ASCODE, etc. Là, par exemple, une application avec un back-end, une partie web, une partie analytics avec du machine learning, et ben, vous allez faire une arborescence qui ressemble un peu à ça, où le plus haut niveau, c'est votre application, et vous venez composer plusieurs services directement dans votre application. Et vous pouvez avoir une partie back-end, une partie web, une partie analytics. On est en train de composer notre manière de faire des services, de faire des microservices directement dans une application Erlang. Et ça, on peut en faire une petite démo. Donc si vous avez des superviseurs, à disposition, ce qu'on va builder, c'est un premier worker. Donc là, on va utiliser une autre abstraction de l'OTP, qui est le GenServer, qui est une extension, on va dire, de l'agent. Donc on maintient un état à disposition. Là, le comportement que j'ai implémenté, c'est que s'il reçoit un message, il va l'afficher, sauf si ce message, c'est le mot boom, dans quel cas il va lever une exception et s'arrêter. Donc si vous venez mettre dans un superviseur ce worker-là, donc ici on va définir un superviseur qui a pour seul but de spawner et de monitorer ce processus-là, vous pouvez démarrer ça. Donc on récupère, pardon, parce qu'on a un peu d'eau. Si on a un superviseur avec un seul worker, on peut commencer à interagir avec ce worker, et parce qu'on connaît son nom, qui est le nom worker A, et on peut lui envoyer des messages. Et si vous venez envoyer le mauvais message, on voit que notre GenServer a terminé, mais surtout que le rôle du superviseur a redémarré ce service-là directement et instantanément après son crash. Donc ce qui vous permet d'avoir, donc là on va envoyer 500 messages, et toutes les 50 messages, on vient envoyer le mot boom. Et donc on arrive à continuer à faire fonctionner notre système alors qu'on est en train de recevoir des erreurs en boucle. Donc on fait quelque chose de plus simple, mais on est en train de
d'essayer de redémarrer cette partie de l'application pour qu'elle continue à fonctionner. Et si on a trop de fêlures, on continuera à dégrader la qualité de notre application jusqu'à remonter au plus haut dans notre système. Vous pouvez avoir des superviseurs qui marchent par exemple en ce qu'on appelle en one for all. Donc dans notre cas, là, on va lancer 4 workers. Et si on crache un seul des workers, on va redémarrer tout le monde. Donc ici, S1 a craché, donc on redémarre S1, S2, S3, S4. Merci beaucoup. Et ça va être la même chose si vous essayez de faire tomber le S3. Vous redémarrez S1, S2, S3, S4. Vous pouvez avoir des superviseurs qui sont dynamiques, qui n'ont aucun process attaché au démarrage, et vous pouvez y ajouter des process après dans son cycle de vie. Donc là, je vais y rattacher trois nouveaux processus, et on voit que dans notre superviseur, on a récupéré 3 processus à disposition, qu'on peut interagir avec eux, et qu'on peut aussi les éteindre quand on veut. Donc, ce qui vous permet, par exemple, de faire des endpoints de web server sur lesquels on ouvre des connexions, des choses comme ça, et vous, dynamiquement, vous venez spawner des nouveaux process. Et vous pouvez composer des applications complexes, parce que vous pouvez cascader vos superviseurs. Donc là, on va définir plusieurs superviseurs, et du coup, on peut avoir une application qui ressemble à ça, avec un service A qui doit monitorer un service B, qui monitore un service C, qui a des workers à disposition, et en fait, une application Erlang Elixir n'est qu'un grand supervision tree dans lequel on a plein d'applications à disposition et plein de workers à disposition. Donc, vous pouvez interagir avec ça. Si vous envoyez par exemple ici le mot C1, tac, donc notre worker C1 va marcher. Mais si je le fais sauter, on voit qu'on a redémarré uniquement le premier lui-même et du coup supervisé par le service C. Mais si vous commencez un petit peu trop à envoyer de messages, parce que voilà, donc là ça suffit, on voit que en fait là notre superviseur a déclaré qu'il avait trop reçu de messages d'erreur, donc il fallait se dégrader et faire quelque chose de plus simple. Donc il a décidé de redémarrer lui-même. Donc il redémarre tout le monde. Et si vraiment vous commencez à vraiment trop envoyer de messages de partout, vous pouvez même vous retrouver avec les applications de niveau supérieur qui vont aussi commencer à cracher et à essayer de redémarrer. On est dans une logique de fail fast, mais de la petite crash. Et par contre, vous donnez les conditions de redémarrage de votre application à tout moment. Et si vous remontez tout en haut de votre application, alors là, vous pouvez sortir et laisser votre pod failer complètement. Mais vous avez des mécanismes dans le langage qui vous permettent déjà d'assurer de la tolérance à la faute et de faire de la recovery directement dans le langage. Ok. De là, on peut commencer. En fait, on a une application un peu complète. On peut se dire, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une release de ça? Quel système on a dans notre application pour aller en production? Je propose une application assez simple qui serait composée d'un back-end et d'un front-end. En back-end, on a un simple compteur qui sera un gen server qui va simplement toutes les 250 millisecondes updater son état et publier sur un système de PubSub un message avec où en est le compteur. Si des connexions sont ouvertes sur le front-end, donc on va utiliser le Phoenix Framework qui est le framework web, toute connexion qui est ouverte sur le endpoint verra s'afficher ce message et on va mettre ça à jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on release complètement notre application et qu'on va surtout la mettre à jour en live sans jamais redémarrer le nœud qu'on a à disposition. Et on va le faire ça en utilisant des fichiers APUB que je vais vous montrer tout de suite. Donc si vous avez une application, tac. Donc ici, on a une application complète Elixir. Donc, tout est principalement dans la lib. Donc on a notre back-end, on a notre partie web. Principalement, on a un superviseur dans lequel on a notre compteur à disposition. Et en fait, ce compteur, c'est simplement un gen server qui, toutes les 250 millisecondes, va recevoir le message intervalle. Et quand on reçoit ce message intervalle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre état en mettant à jour l'état du système et on va publier sur un PubSub notre application. La partie fonctionnelle est ici. Donc si le compteur, vous avez un compteur X, le nouveau compteur c'est X plus 1. Côté web, on a simplement notre endpoint pour définir les routes qu'on a à disposition. Et principalement, on va avoir cette page-là sur laquelle on va venir souscrire
sur le topic du PubSub, on va démarrer un compteur à 0, un petit peu de CSS, un petit peu d'HTML, et surtout à chaque fois qu'on va recevoir le message compteur avec le compteur à disposition, on va le mettre à jour et on va le mettre dans notre socket pour que ça se mette à jour. En faisant ça, on peut commencer à packager et à réaliser une application. Alors. Donc, ce qu'on va dire, c'est que le fichier destination correspond au serveur sur lequel on peut faire ça. Mais imaginez qu'on se connecte en SSH, qu'on vient recompiler les sources, qu'on vient publier notre projet sur ce serveur-là. Donc, si on déploie ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil Mix Release. Vous voyez les commandes s'afficher en gras, en blanc gras ici. Donc là, on compile absolument toutes les dépendances qu'on a dans notre application. Et on vient créer surtout notre release qui va être packagé dans un tar.gz qu'on vient recopier sur notre système. Donc on va avoir notre binaire, toute la virtual machine et surtout toutes nos librairies compilées et notre release 0.1.0. Donc on peut démarrer ce premier système-là. Il se suffit à lui-même. On va démarrer notre endpoint. Il est à disposition. Tac. Localhost 4000. Donc on a bien notre compteur qui synchrise au fil du temps. Donc là, on a ouvert une connexion WebSocket. Donc on reçoit de la data directement via WebSocket. Je peux tout à fait aller faire des opérations de maintenance sur mon système parce que je peux me connecter en remote directement sur mon application. Donc on a une console à disposition. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a un système qui run en production et on aimerait réussir à le mettre à jour. Et ça, on peut le faire via, si on a ce niveau de requirement-là, via du hot code reloading, où on ne va jamais éteindre le run qu'on a à disposition, on ne va jamais fermer aucune connexion qu'on a à disposition. Et ça, on le fait en faisant deux choses. Tac. Donc on va mettre à jour notre application. Tac. Donc on va passer en version 0.1.1 et on va venir changer notre code. Donc ce que je vous propose, c'est que le compteur aille dans l'autre sens et commence à decrease. Et la deuxième chose qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va venir définir en fait un fichier de migration, si c'est nécessaire. Le fichier de migration, c'est celui-là. Et en fait, il vient définir toutes les opérations d'upgrade et toutes les opérations de downgrade que vous devez faire pour passer d'une version à une autre. Donc dans notre cas, comme on a modifié un seul module, pour passer de la 0.1.0 à la 0.1.1, il faut qu'on reload le module qui s'appelle appbackend.operation. Et ça sera la même chose si on veut passer de la 0.1.1 à la 0.1.0, parce que en fait, c'est la même modification qui doit être reload. On peut faire des choses plus complexes, on peut redémarrer des applications, redémarrer des superviseurs, demander à changer l'état de certains processus, mais là on a le upfile qui est le plus simple possible. Donc si vous avez ça à disposition, donc on va laisser notre connexion ouverte, notre remote ouverte, et ben on peut commencer, on peut faire un update. Donc on va faire la même chose, on va faire une release, on va sortir un tar.gz de notre système, on va venir le copier, et on va venir aussi compiler cet app file et le copier sur notre système pour qu'il soit à disposition. Donc sur notre destination, on voit qu'on a à dispo maintenant les deux releases, et que il est ici, et dans notre système, on a à disposition, je ne le retrouve jamais, qui change de nom, voilà, le rel file, qui est la compilation de notre système, et qui va donner une liste d'instructions à faire pour venir loader notre nouveau système. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir installer notre release, et notre système vient de se mettre directement à jour, et on a directement hot code reloadé. Et surtout, donc notre système est encore en train de tourner, et on n'a pas fermé la connexion à notre console. Et alors, là, notre système, en fait, il n'est pas encore complètement installé, parce que si on regarde ce
ce qui se passe dans le système, c'est qu'on a à disposition les deux applications encore. L'application 0.1.1 est la courante, mais l'ancienne est encore marquée permanent. Donc, ça veut dire que si je redémarre mon système maintenant, parce qu'il y a un crash ou quoi que ce soit, on a fait une erreur dans le code, on va reloader la 0.1.0. Donc on a fait un rollback automatique de notre système. Il faut que je commit ce qu'on a fait pour que mon système devienne, voilà, maintenant la 0.1.1 est mon système permanent et l'ancienne, la old, et après on peut remove l'ancienne application, et donc on vient de faire un hotcode reload directement sur notre serveur. Hop. Et ça vous permet de faire des choses en prod concrètes aujourd'hui. On peut se dire que c'est des anciens systèmes, mais si vous déployez de manière hot sur Fly.io une image Docker, vous pouvez faire ce genre de reload. Donc là, on vient directement upgrader 8 machines différentes, et on vient directement changer la bannière dont le HTML s'affiche dans notre système. Ok, donc là on a vu comment on réalisait un petit peu à l'ancienne, on compile des tar.gz, on les pose en SSH, etc. Mais en fait, est-ce que ça marche avec la manière dont on fait des systèmes dans nos systèmes cloud directement aujourd'hui? Je vais vous dire oui. On peut voir la première chose qui s'appelle faire un Dockerfile, et on a vu à quel point ce matin faire un Dockerfile pouvait être d'une complexité absurde. Ce qui est recommandé aujourd'hui quand vous faites un projet Phoenix, ça va ressembler à peu près à ça. Vous faites un builder, c'est très débile. Vous faites toutes les installations locales de .exe. Vous copiez vos fichiers de config qu'on a vus, vous installez vos dépendances, vous copiez votre configuration, vous compilez vos dépendances, vous copiez la partie privée, les libs, les assets, vous déployez, vous compilez, vous copiez ça, et vous faites ce mix release. Et en fait, comme les objets sont déjà, vous avez déjà tous les outils qui sont à disposition dans l'application, et ben en fait, il n'y a quasiment que ça à faire, parce que le dernier truc que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un multi-stage build, puisque vous n'avez plus besoin de cet ancien système. Vous copiez ce binaire-là, et vous le faites tourner dans une Debian ou sur un autre système, ou même directement en bare metal si vous avez envie de faire ça. Et là, vous avez une commande où vous lancez un serveur, et vous pouvez lancer plusieurs processus dedans, parce que vous avez cette capacité dans le langage. Et en fait, vous pouvez même lancer plusieurs applications, parce que dans une release Erlang, là, je ne vous l'ai pas montré, mais pendant qu'on faisait tourner notre serveur, c'était une application, il y en avait 45 autres à côté, parce qu'il y a la gestion du SSL, il y a le logger, il y a la manière de récupérer du JSON, de faire de l'encryption, etc. Vous faites tourner un lot d'applications dedans, et vous pouvez venir, comme ça, compiler plusieurs applications dans votre système. Ok, est-ce qu'on peut faire du cube avec ça? Est-ce que ça marche cube? En fait, oui, et ça marche bien parce que les deux ne vont pas interagir exactement au même niveau. Si on regarde dans cube, il y a plein de trucs, il y a cluster architecture, les conteneurs, les workloads, les services, storage, security, policy, scheduling. Ok. Le plus intéressant, c'est au niveau du workload. En fait, vous allez avoir des réponses dans Erlang qui peuvent être plus fortes que ce que vous allez retrouver dans vos systèmes. Vous les dépodes, en fait, vous avez déjà des workers, des tasks, des process à disposition pour lancer des microservices. Vous voulez faire un deployment, en fait, le supervision tree vous permet de déployer des choses un peu complexes, des microservices un peu complexes. Replica set, stateful set, vous allez avoir des réponses un peu équivalentes avec le supervision tree. Un daemon set, donc d'avoir un process qui est un peu sur plein de machines et qui fait la même chose sur plein de machines, ça s'appelle faire un cluster Erlang, et d'avoir des process globaux qui sont sur chacun des trucs et qui peuvent communiquer via la librairie RPC en faisant du multi-call. Multi-server call, ça vous permet d'appeler le même message pour tous les process qui ont le même nom sur chacun de ces nœuds. Vous voulez du job ou du cron job, vous utilisez un gen server, vous utilisez une tâche, la timer librairie, une librairie comme Oban qui permet de faire du job processing. Un init conteneur, en fait on n'en a pas besoin parce que ça fait partie de la partie de la main application, la start phase. Vous pouvez lancer tous les process que vous voulez qui vont venir initialiser ce que vous voulez dans votre système. Un sidecar conteneur, on ne l'utilise pas, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on peut embarquer plusieurs applications dans notre release. Donc si vous voulez quelque chose qui vient faire du login, faire du monitoring, etc., ou venir utiliser un sidecar conteneur pour se connecter en remote, en fait, on a déjà les outils. On peut tout à fait avoir une remote console directement dans notre binaire qu'on release. Donc ça, c'est extrêmement simple à faire. J'ai déjà fait ce genre de choses, et j'ai déjà recompilé du code directement dans la console pour pouvoir fixer en production avant de release un nouveau conteneur.
Si vous voulez des effets, ouais, et des effets real content, pardon, les remote console sont plutôt du côté éphéméral. Et vous avez des outils comme Observer ou la remote console pour faire ce genre de choses. En termes de workload, de self-healing, en fait, Elixir va vous donner de la résilience au niveau de votre application, mais dans lequel vous pouvez composer un système très complexe. Et Kubernetes va vous donner de la résilience au niveau infra. Et en fait, on se retrouve dans un système où on n'a pas besoin de découper des applications en plein de petits pods, etc. Parce que vous allez plutôt, en termes de taille, essayer de faire en sorte qu'une application, qu'une release Erlang tourne sur une machine complète. Donc en fait, c'est quasiment un pod, une machine. Et vous essayez d'avoir à peu près cette taille-là. Et du coup, ça vous réduit la complexité d'avoir à lancer des jobs, des cron jobs, etc. etc. Parce que ça peut être difficile à développer et surtout à développer de manière locale. Ok, est-ce que c'est simple de faire du clustering? Je dirais oui, et j'en ai fait en production. La service discovery que propose Kubernetes, c'est super cool à utiliser avec Erlang pour faire des nœuds, parce qu'on a des libs comme libcluster qui viennent composer ce genre de système, et on peut trouver des nœuds via le service discovery en utilisant des stratégies comme Kubernetes directement ou le système DNS de Kubernetes, ou sinon vous pouvez aller faire de l'EPMD ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire du PaaS. Il y a des services qui sont en ligne. GigaElixir qui ne fait que ça, qui fait du déploiement de systèmes Elixir. Vous pouvez aller sur Fly.io où vous allez faire que du déploiement et même du hot deployment si vous voulez de systèmes Erlang Elixir. Vous pouvez aller chez les partenaires de cette conf et aller chez Clever Cloud qui vous propose de builder directement du Elixir chez eux. Vous pouvez aller sur platform.sh et en fait, si vous avez à disposition quelque chose qui vous fournit une instance, une EC2 instance, une digital instance, faire ce que j'ai fait avant, de déployer un binaire directement sans avoir à faire un Dockerfile et vous pouvez faire toutes les opérations de maintenance que vous voulez. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire des Dockerfiles et à déployer ça sur Kubernetes si c'est nécessaire. Ok, mais tout ça c'est cool, mais en fait, est-ce que ça a de l'intérêt en fait, dans le monde réel en fait? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux développer en C#, en Python, en Ruby et d'utiliser des technos plus simples? Non, parce que des fois, il y a des réponses qui peuvent être plus simples quand on a de la tolérance à la faute, de la distribution qui est beaucoup plus claire. Une des tendances de notre métier sur les dernières années, c'était de faire du serverless. Donc d'avoir à disposition des nouvelles machines en fonction de la charge réseau qu'on a. Si on veut commencer à faire ça parce qu'on veut réduire nos coûts de cloud, le premier résultat qu'on a quand on cherche serverless, c'est qu'on trouve une plateforme qui nous permet de faire du serverless sur la plateforme AWS qui permet de faire du serverless. Ok, on commence à se prendre déjà un premier level de complexité. Si vous allez directement sur le service AWS et que vous voulez faire du serverless placé pour du media encoding, il y a tout ça à sortir. Un Amazon S3, donc des step functions, le media converter, le Amazon Simple Notification Service, le Amazon Simple Queue Service, etc. Ok, peut-être un peu complexe. Si vous allez sur Azure, vous allez utiliser aussi ce genre d'architecture. Si vous allez sur la lambda architecture de la Google Platform, vous allez devoir apprendre tout ça. Le PubSub, le storage, le stream processing, BigQuery, Bigtable, etc. Il y a une study case de Cory O'Donnell qui travaille sur un système d'API Gateway, donc pour de l'ETL, donc avec l'ingestion d'événements sur AWS, où il ingérait plus de 12 millions d'événements par heure, ce qui lui coûtait en fait en facture AWS 30 000 $ par mois. En serverless, donc la réécriture de ce même système en Elixir sur une machine, donc T2.2 XL, pour ceux qui les connaissent, lui coûte aujourd'hui 200 $ par mois. Des fois, des systèmes plus simples et qui ont la capacité à faire de la tolérance à la faute, de la résilience et du traitement de concurrentiel peuvent vous aider à développer de manière plus clean. Et surtout, une phrase qui est intéressante, c'est en fait une bonne partie de leur système fonctionne encore dans Lambda, mais surtout un des effets qui cool que vous allez avoir, c'est qu'en fait, ça, c'est simple à développer localement. Parce qu'en fait, localement, vous continuez à développer votre monolithe, toutes vos applications, sans avoir à vous payer la complexité que vous demande l'architecture de partir dans Kubernetes, de partir dans le serverless AWS et d'essayer de moquer toutes ces parties-là, parce que vous continuez à développer la même application monolithe sur votre système qui peut travailler de manière concurrentielle ensuite quand vous le déployez. Si on veut faire du serverless, en fait, il y a deux manières de faire
qui sont assez cool dans Erlang et qui sont déjà built-in dans Erlang. La première, elle est assez vieille, c'est les distributed applications. En fait, je vous ai menti, quand on déploie une application Erlang, en fait, on déploie une distributed application. Donc, une application arrive à connaître l'ensemble des nœuds qui sont à disposition dans le cluster et du coup, peut décider où est déployée une application complètement sur le serveur. Donc, on peut faire un truc qui est rigolo. Si on a ce genre d'application, par exemple, un front-end qui discute avec une partie stock et une partie payment, donc qui pourraient être des conteneurs, dans votre système, et bien si cette application, on peut la développer localement comme ça, vous avez vos microservices, vous avez vos apps, ça vous pouvez en construire un monolithe très simplement. On a la partie order avec du lib, du test, payment, ça va être pareil, c'est des applications indépendantes qui fonctionnent de manière indépendante, mais au moment où je vais les compiler, en fait, je vais demander à avoir une release de type distribué, je peux définir différents types de release que je veux, faire un monolithe, faire une manière distribuée. Là, je vais lui demander d'avoir plusieurs applications, donc je vais prendre l'application order, l'application payment, l'application stock, et en fait, je vais les configurer. Et le seul truc que je vais faire, et en termes de code, je ne vous montre pas, je ne change que ça, côté configuration, je vais configurer libcluster pour lui faire savoir qu'il faut qu'il cherche deux nœuds qui s'appellent A et B sur mon système, qui vont communiquer via un démon EPMD. Et niveau kernel, je vais lui dire, pour une release distribuée, tu t'attends à avoir l'application order, elle doit tourner sur le nœud A. L'application payment, elle peut tourner préférentiellement sur le nœud B, sinon le nœud A s'il est à disposition. Et pareil pour le stock, préférentiellement sur le nœud B, sinon sur le nœud A. On doit forcément avoir le nœud A à disposition, c'est mandatory. Il peut y avoir le nœud B qui est dans notre système, c'est optionnel. Et du coup, vous pouvez commencer à avoir des choses comme ça, où vous déployez votre système. Donc on voit bien qu'on démarre notre application order, qui démarre une partie front-end avec un web server, un shop côté back-end, une partie paiement, une partie stock. Donc là, ça fonctionne comme un monolithe parce que tout est sur le même nœud. On peut commencer à récupérer des ordres, donc on valide nos paiements, on a du stock disponible, etc. Des fois, l'ordre ne passe pas parce que le paiement ne passe pas ou le shop n'est pas disponible. Et si vous démarrez votre nœud B, eh ben l'application distribuée va le savoir et on peut éteindre notre paiement de côté, notre stock, et redémarrer deux applications de l'autre côté. Et là, le système va continuer à fonctionner de la même manière. Donc vous venez de vous adapter à votre charge en mettant à disposition des machines dans votre réseau. Et vous n'avez rien changé à la manière dont le code fonctionne. Et si vous éteignez ensuite votre machine B, eh ben on a un failover et on revient au système monolithe, etc. Donc là, si vous avez de la charge que vous savez prédire en termes d'heures, c'est simple de venir rajouter des machines dans notre système. Il y a une deuxième manière de faire, c'est une lib qui est assez récente, mais en fait que tout le monde dans l'écosystème Elixir aurait pu écrire, qui s'appelle Flame. Le but du jeu, c'est de dire que si dans notre système, on a quelqu'un qui peut nous provisionner des machines via une API, eh ben, Elixir peut s'occuper lui-même en fonction de sa charge de le provisionner. Imaginons qu'on a une fonction comme ça, qui permet de générer des thumbnails, donc on veut lui donner une vidéo, et en fait ça va vous générer une liste de thumbnails, etc. Donc là, on récupère une vidéo, on prépare un pass, on appelle FFmpeg pour générer plein de PNG, ça va générer des URL qu'on va aller mettre dans un file system, et aussi on va stocker dans une base de données, par exemple Postgres, l'URL de ces thumbnails pour qu'ils soient à disposition. La seule chose que vous avez à changer pour que ça soit serverless avec cette lib, c'est d'enclose ça dans un call Flame, de dire que cette fonction, elle doit runner sur un FFmpeg runner, et c'est ce FFmpeg runner qui va distribuer ce calcul-là de la même manière qu'on l'a fait dans l'exemple d'avant. On distribue du calcul de cette manière-là. La seule chose que j'ai rajoutée dans mon supervision tree, c'est d'avoir un pool de FFmpeg runner. Ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a 0 machine quand il ne se passe rien. Au maximum, tu déploies 10 machines. Et à partir du moment où tu as 5 runners qui sont en train de tourner en même temps, eh ben, tu t'alloues une nouvelle machine en fait. Et donc comme ça, vous vous adaptez à la charge en fonction de ce qui se passe concrètement dans votre système. Pas en essayant d'analyser le CPU, le load depuis l'extérieur de l'application. C'est l'application qui demande d'avoir des systèmes. Donc ça, pour faire par exemple du machine learning de manière distribuée, c'est surpuissant. Parce que surtout, vous n'avez pas à intégrer des nouveaux systèmes de communication, un RabbitMQ, des choses comme ça, parce que tout se passe de manière distribuée et on ne fait jamais de sérialisation, désérialisation dans les systèmes. Et ça vous permet de faire des choses comme ça.
Où là, alors, et là, on vient provisionner une machine. Donc là, il y a 3, 4, 5, 6 secondes qui vont se passer. Et là, on a provisionné une nouvelle machine. Et on récupère les thumbnails et on n'est passé par aucun système de stockage. On s'est récupéré directement via Distributed Erlang les thumbnails. Cette démo vient de la keynote Rethinking Serverless with Flame de Chris McCord. C'est pas moi qui ai produit cette démonstration-là. Pour conclure, 3 messages. Elixir, en fait, c'est un langage qui est vraiment sur les épaules de Erlang, d'OTP et du monde des télécoms et des pratiques du monde des télécoms. Et ça en fait quelque chose de surpuissant parce que même si c'est un nouveau langage, c'est quelque chose qui est engrainé en fait, dans des plus anciennes pratiques et ça en fait un système qui est d'une stabilité qui est monstrueuse. Je n'ai jamais réussi à faire tomber, sauf quand je déconfigure mal mon système, faire tomber mon système en production. L'acteur modèle et la manière de penser notre système en hiérarchie de tâches, de processus qui tournent, c'est évident en fait. C'est simple de composer parce qu'on peut composer autant de process qu'il existe de systèmes dans notre domaine métier. Et le dernier, c'est que la faute à la tolérance et de la distribution claire, ça vous permet de réduire vos problèmes d'infrastructure parce qu'on va déjà régler des choses dans notre application avant de demander à notre infrastructure de régler des problèmes de système de charge. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, vous avez le feedback. Si vous voulez, vous, votre équipe, apprendre Elixir ou Erlang, ou faire des démos, ou faire des POC autour de ce langage, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Si on a le temps pour une question. Oui, bien sûr. Bon, allez, s'il y a des questions, avec plaisir. Allez. Vous n'avez pas beaucoup parlé la réputation qu'ont Elixir et Erlang de langage fonctionnel. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de mutation en général Alors, ouais, c'est vrai que là, on a parlé plus du point de vue infrastructure. Je te conseille d'aller voir mon talk sur Elixir où je parle justement plus de la partie fonctionnelle, vraiment d'un point de vue dev. Mais oui, en fait, c'est vraiment un requirement de pourquoi on arrive à faire de la pression à la charge. C'est que comme on fait du fonctionnel, on n'a jamais d'état mutable. Et comme c'est une composante importante de la garantie que les process ne peuvent pas interagir ensemble, sauf par message passing, le functional programming est indispensable. Et surtout, un message, c'est que c'est un functional programming qui est simple, qui est aisé à comprendre et qui est peut-être plus simple que la programmation orientée objet dans certains autres langages. Donc, je vous encourage à tester ça parce que c'est une autre manière de réfléchir et je la trouve au final beaucoup plus simple que d'autres langages. Il n'y a pas d'autres questions, parfait. Merci beaucoup pour ce talk.